Alors, je suis depuis 2 mois au Rojava, où je vis et où je travaille avec une organisation de femmes. Et depuis le début de l'épidémie en Chine, on a suivi les infos, on a vu le virus se répandre à travers le monde, et évidemment, tout le monde se disait que ce n'est qu'une question de temps avant que le virus arrive au Rojava, et on se disait, mais si ça arrive ici, ça va être une catastrophe. Pour plein de raisons. Tout d'abord parce que le système de santé au Rojava est extrêmement fragilisé. C'est une région qui est en guerre depuis 9 ans. Et le Rojava est régulièrement attaqué par la Turquie, et l'État turc mène notamment des attaques ciblées sur l'infrastructure de santé. Donc sur les 11 hôpitaux qui existent au Rojava, 9 ont été endommagés pendant ces années de guerre. Et dans les territoires qui ont été envahis par l'État turc, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur maison. La dernière invasion date d'octobre de l'année dernière, et ça concernait la ville de Serekaniye notamment. Du coup, des camps de réfugiés ont été montés par l'administration autonome du nord-est de la Syrie, c'est le nom officiel de l'administration du Rojava. Donc par l'administration autonome et par Hevasor, qui est l'équivalent kurde de la Croix-Rouge ici, pour répondre aux besoins de ces gens déplacés. Mais évidemment, les conditions hygiéniques et de soins de santé dans ces camps de réfugiés sont très difficiles. Donc l'État turc n'utilise pas seulement son aviation et ses supplétifs djihadistes comme arme de guerre, mais aussi l'eau. À Serekaniye, donc la ville qui est occupée, les forces turques ont pris le contrôle des infrastructures d'eau potable et coupent l'eau qui approvisionne d'autres villes du Rojava. Donc à Ezeke, par exemple, le système d'eau ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. Alors déjà en temps normaux, ça pose un problème énorme pour les gens qui doivent aller chercher de l'eau à des points de distribution qui ont été mis en place par l'administration autonome. Mais dans le contexte du corona, c'est pire encore parce que les gens ne peuvent pas respecter les mesures d'hygiène, comme le fait de se laver les mains fréquemment, et elles sont obligées de sortir de chez elles pour aller chercher de l'eau, et ne peuvent pas donc respecter les règles de confinement. Donc le corona a aussi été utilisé quelque part comme une arme de guerre par la Turquie, ou en tout cas l'État turc fait tout pour saboter des mesures de protection. Alors en plus, le Rojava reçoit très peu d'aide de l'extérieur. L'administration autonome n'est pas reconnue par le régime syrien ni par l'OMS. Donc toutes les aides que reçoit le régime d'Assad ne parviennent jamais au Rojava. Par exemple, le régime syrien a reçu 1200 kits pour faire des tests corona par l'OMS, mais aucun de ces tests n'est arrivé au Rojava. Et donc dès le départ se posait la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour savoir si le virus est arrivé ici ? Et jusqu'à maintenant, c'est toujours une question. Il n'y a qu'une seule personne qui est officiellement décédée du corona au Rojava. C'est un homme dans la cinquantaine qui est décédé début avril à Kamishlo, mais dans un hôpital du régime syrien, parce qu'à Kamishlo, il y a des zones de la ville qui sont encore sous le contrôle du régime syrien. Et donc là, dans cet hôpital, ils ont pu faire le test. Mais il y a un énorme manque pour pouvoir diagnostiquer des personnes contaminées. Alors, que fait l'administration autonome et que fait la société ici pour se protéger contre le virus malgré tout ? Donc, les 3 mécanismes de défense les plus importants sont d'abord la prévention par le confinement, l'éducation populaire et la solidarité et la force du collectif. Alors, concernant la prévention, dès que des cas de corona sont apparus dans les pays avoisinants, en Iran, en Irak, le Rojava a fermé sa frontière. Il n'y a qu'une frontière qui permet des allers-retours officiels entre l'Irak et le nord-est de la Syrie. Et ce point de passage a été fermé, excepté pour des raisons humanitaires. Et dès la mi-mars, les grandes manifestations et les grandes célébrations étaient annulées. Et les va-et-vient entre les villes ont été restreints, et puis les gens ont été appelés à rester chez eux. Et les magasins et les écoles sont restés fermés, comme dans d'autres pays du monde. Sauf qu'ici, les forces civiles qui assurent le respect du confinement, c'est les Azaïch, qui assurent un rôle de contrôle, mais aussi d'information. Alors les Azaïch ont un rapport fondamentalement différent à la population par rapport à la police comme on la connaît en Europe, parce que les Azaïch travaillent dans le quartier ou dans la zone dans laquelle ils vivent. Donc ils connaissent les gens, ils travaillent pour leur propre communauté. Et un autre truc qui a été mis en place, c'est des aides pour les familles pauvres, pour les soulager de l'impact du confinement.
Alors au niveau local, les communes de quartier, les conseils de district distribuent des aliments et des biens de première nécessité à ces familles. Dès le début de la crise, les chaînes de télévision ont informé sur les différentes manières dont le virus se transmet, sur la bonne manière de se laver les mains, sur la distance à garder, etc. Et pour les enfants qui devaient rester chez eux, les cours scolaires ont été enregistrés, donc les enfants pouvaient suivre des cours en regardant la télé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que face aux difficultés à accéder à des masques de protection, des coopératives au Rojava se sont mises à fabriquer leurs propres masques de protection. Et un autre truc, des groupes de jeunes ingénieurs se sont mis à développer des projets de ventilateurs respiratoires pour anticiper que la venue de matériel sera très difficile, vu que le Rojava est sous embargo depuis plusieurs années déjà. Après, ces mesures de confinement et de distanciation sociale sont très difficiles à appliquer. Évidemment, c'est difficile partout dans le monde, mais peut-être encore plus dans une société telle qu'elle fonctionne ici au Rojava, parce que c'est une société très collective. Les foyers sont rarement composés d'une famille nucléaire ou même de gens qui vivent seuls, mais c'est généralement des grandes familles où plusieurs générations vivent ensemble. Et c'est aussi pour cette raison que la vie se vit beaucoup en dehors de chez soi. Alors ici, par exemple, on vit dans un village et les allées et venues du village sont limitées, mais à l'intérieur du village, la vie se partage comme si c'était qu'un seul foyer. Et les gens se visitent mutuellement, les enfants jouent ensemble dans la rue, etc. Donc c'est d'une part peut-être une faiblesse pour faire respecter le confinement, mais c'est aussi une grande force parce qu'en cas de maladie, même si la vie est difficile sur le plan matériel, l'entraide et la solidarité sont fortes. Quand une personne tombe malade, elle reçoit énormément d'aide de sa communauté. Et ça, c'est une grande force si on tient compte des difficultés que rencontre le système de santé au Rojava. Et donc voilà, c'est peut-être pour toutes ces raisons que finalement la catastrophe qu'on attendait et qu'on attend peut-être toujours, elle n'est pas arrivée ou pas encore arrivée. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu un nombre anormal de décès suite à des symptômes grippaux. Mais évidemment, tout le monde reste sur ses gardes. Voilà, je vous envoie un salut révolutionnaire du Rojava. Bisous à tout le monde.